Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Ciné Critique, très gros morceau, puisque nous allons parler d'un film qui fête ses 10 ans en sortie française, et à quelques jours des Oscars, c'est intéressant de le mentionner, ce The Revenant, donc paru chez nous en 2016, mais même aux États-Unis, au début de l'année, il y a eu quelques premières fin 2015, peu importe, pour qu'ils soient éligibles aux Oscars de voilà l'année qui suit juste, vous connaissez l'idée, réalisé par un Mexicain, Alejandro González Iñárritu, qui revisite ici une histoire, d'après un bouquin, je crois, qui se déroule dans l'Ouest américain sauvage au 19e siècle. Et c'est une œuvre que j'ai découverte, pas au cinéma, mais quelques mois après sa sortie, parce qu'à l'époque, j'allais pas en salle, pour des raisons diverses et variées. Voilà, je l'ai vue, donc probablement fin 2016 ou milieu 2016. J'avais vraiment apprécié. Et j'ai décidé donc de me le refaire avec une autre vision, plus d'expérience au cinéma, si vous voulez. Évidemment, ce long métrage est connu pour la prestation majuscule de Leonardo DiCaprio, qui est allé jusqu'à affronter un ours pour obtenir l'Oscar du meilleur acteur. Clin d'œil, évidemment. Le metteur en scène ayant aussi reçu sa statuette, ainsi que le chef-op, Emmanuel Lubezki. Il y a aussi Tom Hardy parmi donc les acteurs principaux. Et tous ces noms-là, je les cite parce que je rends aussi hommage à notre chère amie Peggy de la chaîne Le Rayon Décalé, qui l'a bientôt, enfin, ça va faire bientôt un an, qu'elle nous a quittés. Je sais que ce film était très important pour elle. Et je lui en avais pas parlé directement, mais je comptais un jour l'inviter en fait pour en parler de ce film. Et bon, il y avait d'autres projets, on devait faire aussi Les Fils de l'Homme ensemble, bon bref, pas mal de choses. Évidemment, ça n'a pas été possible, et donc ici je l'évoque en ayant une forte pensée pour elle, qui était fan de Leonardo DiCaprio à l'époque, puis après plus tard de Tom Hardy, et du chef-op Lubezki surtout, Iñárritu un peu moins peut-être, mais elle aimait quand même pas mal son cinéma. Donc, aux côtés de DiCaprio, et c'est pas facile d'en parler, mais bon, voilà. Et de Tom Hardy, on a Donald Gleeson aussi qui interprète le capitaine, on va dire, celui qui mène l'expédition au début. Will Porter, le jeune, là. Forrest Gordlock. Et pour interpréter le fils du personnage de Leonardo DiCaprio, le jeune Hawk, c'est lui, Forrest Gordlock, voilà. J'avais un petit peu mal lu les lignes là. Qui est un acteur donc d'origine native. Et ici qui interprète un métis, entre guillemets, on reviendra sur ce point, parce que bon, c'est basé sur des faits réels, Leonardo DiCaprio jouant un trappeur, Hugh Glass, qui a vraiment existé, qui a vraiment survécu, mais évidemment on rend pas mal les choses fictives. Alors je sais pas si c'est dans le bouquin, ou si c'est dans le film que ça a été rajouté, mais par exemple il n'y avait pas de fils, donc encore moins métis, et l'histoire se déroulait plutôt dans des conditions estivales. Là, on est vraiment dans l'hiver pour renforcer encore plus la survie et doper la performance de DiCaprio. Certainement, je ne sais pas. C'est d'ailleurs peut-être la limite du film, à trop vouloir. Bon, on change la réalité, c'est du cinéma, pas de problème, mais on rend les conditions encore plus exécrables. On sort d'une forme de réalité qui, bien qu'il y ait une belle reconstitution, bien sûr, quand même, très précise des choses, qui a été saluée plutôt historiquement, même s'il y a eu quelques anachronismes aussi. On ne va pas rentrer dans des détails ici, mais certaines personnes ont relevé des petits soucis, notamment autour des trappeurs francophones qu'on voit là, qui sont peut-être montrés plus méchants qu'ils ne pouvaient l'être, du moins à cette époque. Du moins à ce qu'on pouvait faire subir aux premiers peuples locaux. C'était peut-être plus tard, mais quand même, de toute façon, la violence colonisatrice est là, et elle est montrée frontalement ici. Donc on va suivre tout simplement sur le papier des trappeurs, qui sont menés par un capitaine, négociant en fourrure aussi, tout ça, qui sont à l'ouest et qui cherchent à vivre de leur quelque part, oui, on peut le dire, de leur vol sur la population locale, sur les animaux locaux, quand même, il y a cette idée-là, de toute façon. Et ils vont être attaqués par des Amérindiens qui s'avèrent être des Arikara. Il y a aussi des ponies dans le film, et parce qu'ils défendent leur terre, tout ça. Alors évidemment, sur le début, c'est très étrange, parce que tu as l'impression d'avoir ce point de vue post-western à l'américaine, du point de vue, entre guillemets, états-unien-américain, de la construction des États-Unis de l'époque, on va faire large, et tu as un peu l'impression qu'ils sont agressés et tout, mais derrière, ça va être beaucoup plus subtil. Iñárritu volontairement commence comme ça, et après, évidemment, il va beaucoup plus déconstruire ce mythe-là. Et donc, des gens survivent, ou peu, en fait, et après, il va y avoir quelques antagonismes dans ce groupe-là, notamment entre Glass, qui donc
a eu une compagne Pony, si je me trompe pas, j'ai un peu peur de me mélanger les pinceaux, veuillez m'excuser. Mais voilà, il a eu un fils avec elle, et alors il y a le méchant Fitzgerald là qui déteste les natifs, il les appelle les... alors, excusez-moi du terme, hein, c'est ce qu'il dit, les nègres des bois, nègres des forêts, enfin tree niggers en version originale, désolé, hein, voilà, je reprends vraiment les termes du personnage. Donc il y a vraiment une haine, il déteste donc forcément le fils de Glass, et il y a le jeune Bridger aussi qui est un peu paumé, etc. Bon bref, on voit les personnages qui vont avoir une importance. Bon, Glass, il est là, il est présent, et puis à un moment, il va aller chasser, et il va se faire attaquer par un grizzly. Il va être, non pas laissé pour mort, d'abord soigné, mais après laissé pour mort, à moitié enseveli. Sauf que c'est pas le cas, hein, c'est Fitzgerald hein, qui voulait l'achever à tout prix, se débarrasser de lui. On comprend pourquoi dans ses idéaux personnels. Sauf que Fitzgerald va ressortir de cette moitié d'ensevelissement, d'où le surnom du film. Hein, il est The Revenant, il est déjà mort une fois et il ne peut plus mourir. Hein, et puis après, il va affronter tous les éléments. Il va rencontrer des gens aussi. Il va être face à la nature, Man vs Wild, si vous voulez. Mais il va comprendre aussi. Déjà, dans son idée-là, dans ce qu'il a vécu avant, il est beaucoup plus acclimaté au lieu. Et même à survivre et à rencontrer des peuples locaux sans forcément aller à l'affrontement. Voilà, notamment ce pony qu'il rencontre là, qui va être très important quand même dans l'idée spirituelle du film, qu'il est absolument. Est-ce que Glass va chercher vengeance, surtout voilà, par rapport à Fitzgerald, parce qu'il va se passer plein de trucs, hein, j'irai dans la zone spoiler pour détailler, oui, mais c'est peut-être plus que cela aussi, quelque part. C'est un film Iñárritu-esque, quelque part aussi, qui fait suite à Birdman, hein, si je ne me trompe pas, que j'ai beaucoup apprécié à l'époque. Bon, je ne l'ai pas évoqué sur la chaîne. Je me demande si c'est pas le premier Iñárritu que je fais sur la chaîne, paradoxalement, que j'en ai vu pas mal. Je ne sais plus si j'ai parlé de Bardo, son dernier. En tout cas, je l'ai vu. À vérifier, parce que, évidemment, là, des fois, je ne sais plus de quoi je parle. Bref, peu importe. Mais c'est intéressant, parce que, du coup, je me demande si j'ai pas vu Birdman après. C'est probable que j'ai vu Birdman après The Revenant. Voilà. Mais à la relecture de Revenant, c'est quand même un film particulièrement intense, intéressant, qui a un léger souci quand même. C'est qu'il a presque une forme de fessier entre les deux chaises, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop peut-être sur quel pied danser par moment, entre l'épique film à Oscar, avec prestation et côté très autoriste, où, voilà, m'as-tu vu, parce que Iñárritu, bon, avec le magnifique chef-op qu'il a, forcément, c'est extraordinaire. Ça raconte, hein, les plans, les séquences, tout ça. Oui, il y a des choses, mais des fois tu le sens que c'est un poil over the top, peut-être. Est-ce que c'était nécessaire d'aller jusque-là? Et bien sûr, la prestation de Leonardo DiCaprio, qui, à partir de ce film-là, vraiment, va commencer à être encore plus impliqué dans... Et d'ailleurs, bon, enfin, il était déjà impliqué avant, mais là, il a l'Oscar, et après, bah, il va jouer toujours un peu de cette façon-là. Pas les mêmes rôles, bien sûr, mais bon. Et c'est passionnant, ça. D'ailleurs, je ne sais pas, au moment où cette vidéo est publiée, je ne sais plus si la nomination des Oscars a été faite, je crois. Enfin bon, peut-être que Leonardo DiCaprio va bientôt avoir son deuxième Oscar, là, je ne sais pas, pour une bataille après l'autre. J'avoue, je n'ai pas trop en tête ce qui a été nommé ou pas. Peu importe, c'est pas le plus important. Mais oui, du coup, on est dans l'idée là, et donc ce côté spectaculaire, qui dénote peut-être avec l'aspect très spirituel, intimiste quand même du film, qui contemple les choses. J'allais dire, on est quelque part à mi-chemin entre Werner Herzog et Terrence Malick. Ça penche plus vers le Herzog, parce que Malick, il n'affronte pas la nature de la même manière dans cette idée. Et je pense qu'Iñárritu d'ailleurs est plus proche de Herzog, je crois qu'il a dit dans des interviews, ou même de Tarkovsky. Alors ce côté mystique pardon, des choses peut-être, il y a quelque chose de Tarkovsky, mais ça se sent pas forcément tout le temps sur la réalisation pure et dure. Mais dans l'idée peut-être, sur le temps, oui, le temps passe, mais bon, c'est assez, on va dire, classique sur ce plan-là. Oui, c'est assez étonnant en fait. C'est-à-dire que le film aurait pu être beaucoup plus radical dans l'aspect intimiste, contemplatif, mais quand les scènes sont là, c'est très fort. Par exemple, ça ne joue pas trop non plus sur l'aspect musical, il y a beaucoup de silences qui se font, alors, même si la composition principale est assez extraordinaire, bah, elle a été co-chapeautée par le regretté Ryuichi Sakamoto, entre autres, hein. Donc forcément, c'est gage de qualité. Mais c'est vrai qu'il y a ces moments-là où, finalement, DiCaprio est meilleur quand il n'est pas à fond dans... mais bon, il y a peut-être des choses où on le sait dans la fiction, là, ici. La survie de Yoga, ça a été vraiment exagéré, évidemment. Bon, il y a le combat à l'ours numérique. Ça passe bien hein, pour l'époque, hein, il faut l'avouer. Mais là aussi, rien que cette scène-là, cette séquence-là, qui dure en 3 temps même,
On le sent, elle est un peu forcée. Ça aurait pu être beaucoup plus radical, brutal, sans en faire des caisses. Mais il fallait, voilà, DiCaprio, il voulait se donner à fond, mais Iñárritu aussi donnait à fond quelque chose de dantesque, quelque part. C'est presque parfois le problème du cinéma d'Iñárritu dans les films que j'ai vus. Bon, Bardo, par exemple, que je reverrai, hein, c'était très forcé. Mais bon, il y a aussi cette idée de spiritualité globale. Iñárritu, c'est un réalisateur qui a été élevé dans le catholicisme, qui est croyant, je pense, mais croyant comment? C'est-à-dire qu'il respecte toutes les religions, ça c'est sûr et certain. Il a traité un peu toutes les religions dans sa carrière, indirectement ou directement. Hein. Ici, il veut vraiment mettre la croyance, enfin, la place de l'homme face. Ici, à un endroit quand même qui semble être quelque part déserté par Dieu, d'une certaine manière. Hein. C'est God-forsaken place, comme disaient les anglophones. Peut-être cela, et les humains qui en font n'importe quoi, en mode sauvagerie absolue, dans cette idée. Bon, évidemment, le vol des terres, etc., mais aussi la vengeance, la violence appelant la vengeance. Tout le monde s'y met dans les actes horribles et dans les meurtres, etc. Certains avec plus, évidemment, de raison que d'autres, mais quand même, on se retrouve là. Voilà. D'ailleurs, le divin est mentionné, hein, mais plus le créateur aussi, au sens large. C'est pour ça que ce n'est pas un film chrétien dans l'absolu, c'est un film qui veut donner une place à quelque chose d'autre, et en remettant aussi en place des croyances peut-être amérindiennes, qui sont diverses et variées selon les peuples potentiellement, hein, avec cette idée par exemple des visions, des hallucinations qu'il peut avoir notre cher Hugh Glass, dès le début du film d'ailleurs. C'est pas forcément une vision, mais c'est un souvenir de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a contemplé, le décès de son épouse, etc. Mais plus tard aussi, quelques réapparitions potentielles, un film fantomatique aussi, lui-même étant une forme de fantôme, mais un fantôme brut qui s'est quasiment animalisé indirectement par sa survie, etc. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment de l'ours qui le laisse quasi mort, après, plus tard, il se servira de la nature en allant survivre, par exemple, dans le cadavre, dans la carcasse d'un cheval. Ça aussi, on ne sait pas si c'est réel. Probablement pas, parce que comme je le disais plus tôt, Hugh Glass était plus dans des conditions assez estivales, tranquilles, même s'il a beaucoup souffert forcément dans sa survie. Donc là, je pense que ça a été du rajout. Cette idée aussi de connexion avec les lieux, les grands espaces, les rencontres avec ces gens-là qui sont présents depuis bien plus longtemps, évidemment, que les colonisateurs. Il y a quelque chose de très fort dans cet échange-là spirituel aussi, et dans cette acceptation aussi de comprendre et de voir de comprendre les autres et de voir ce qu'il y a autour. Et ça, c'est intéressant parce que Iñárritu ne fait pas de mystère dans sa mise en scène dès le début. Il montre l'homme, enfin l'humain, quel qu'il soit, qui est dominé par ce qu'il y a autour. Ces grands espaces, et même dans cette forêt au début, là où ils se sont attaqués, ces grands arbres, il y a beaucoup de plans où la caméra, qui est, on va dire à hauteur d'homme à ce moment-là, s'élève et regarde comment voilà, ils sont vraiment surplombés par ces grands arbres, et plusieurs fois ça regarde vers le ciel pour montrer qu'ils sont tout petits en fait, et qu'ils subissent quelque chose, leur destinée. Hein. Alors c'est pas la destinée manifeste, mais c'est très américain, mais justement celle-ci les ramène à la condition d'homme et de sauvagerie aussi, forcément. Même s'il y en a qui souffrent, même s'il y en a qui actent vraiment des mauvais actes, au final ils sont tous dans cette idée plus ou moins, et c'est pas évident quoi. Mais c'est passionnant ça, parce que Iñárritu, bon, évidemment, c'est là où on se retrouve avec le dilemme du film, c'est qu'il y a des moments, voilà, on voit comment il surplombe, comment il contemple, comment il regarde, et puis très vite derrière, bah, c'est vraiment la scène d'introduction, ça montre justement cette dualité-là. Et après, hop, ça devient technique avec des plans séquences de violence, de flèches et tout, on le sent en caméra portée, et à un certain moment, tu te dis, c'est pas forcément le meilleur choix peut-être non plus, même si ça implique le spectateur, c'est que ça casse un peu parfois certains instants justement où ça aurait dû être beaucoup plus posé. Peut-être fallait pas autant montrer d'action pure, mais en soi c'était normal aussi. C'est pas forcément un cahier des charges, c'est que Iñárritu voulait montrer cette sauvagerie de toute façon, mais et retourner l'idée que la sauvagerie, on croit qu'elle vient d'eux, du point de vue nouveau états-unien de l'époque, mais en fait derrière on verra beaucoup plus la sauvagerie occidentale, avec ces trappeurs français, canadiens, voilà, je pense que c'est des français, mais bon, il y a un peu des Canadiens dedans, enfin, de ces époques-là, c'est un peu, voilà, hein, la construction quoi, de cet endroit. Bon, à un moment, il y a une histoire de viol, il y a une histoire de pendaison, nous sommes tous des sauvages, écrit en français. Alors ça, c'est beaucoup d'historiens francophones, experts, ont un petit peu remis à plat cela, mais bon, il y a eu une photo sur laquelle Iñárritu s'est basé pour faire cette scène-là. Donc oui, de toute façon, la violence occidentale, elle était prégnante. Mais tu as un peu l'impression que parfois, qu'il veut
édulcoré la violence des anglophones qui ont fait l'Amérique pour montrer que les francophones étaient encore plus barbares, peut-être par moment, t'as un peu cette impression. Bon, il y a le personnage de Fitzgerald, qui lui est le plus détestable absolu, donc c'est un contrepoint, un contre-pied. Et après, ben voilà, DiCaprio fait du DiCaprio, il DiCaprioise, si vous voulez, il actise, il est l'acteur absolu, quasi studio de sa vie. Alors est-ce que c'est son meilleur rôle? Peut-être pas, bon, il a son Oscar là, mais bon, on peut comprendre pourquoi. On peut comprendre pourquoi. Et derrière, après, il y a toute cette portée très spirituelle. Alors, spoiler, quand même, son fils se fait tuer. Alors lui, il est laissé pour mort, il n'est pas encore mort, et il voit Fitzgerald tuer son fils. C'est la catastrophe. Là, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après il revient, il refuse de mourir, parce que au final, il était prêt à accepter sa mort, même si Fitzgerald voulait vraiment s'en débarrasser. On sent que... Bon, mais bon, est-ce qu'il allait laisser son fils aux mains de ce Fitzgerald qui le détestait? C'était pas garanti non plus. Mais bon, une fois qu'il tue Hawke, après, ben, il se refuse voilà, à la mort et il va au bout. Mais il y a cette idée de vengeance. Et moi, j'aime beaucoup, par contre, ce point-là. C'est que à un moment, il va rencontrer donc un poney qui va le sauver, hein, plus ou moins, il va l'aider avec le passage du bison, parce qu'il y a beaucoup d'animalité, il y a aussi ce bison entre l'ours et le cheval. Hein. Et celui-ci a tout perdu. D'ailleurs, c'est ces deux personnages qui se font écho. C'est intéressant, ça. Le pony, il a tout perdu, il cherche à se venger aussi, quand bien même non, ou pas. Il dit que la vengeance est entre les mains du Créateur. Créateur, Dieu, tout ce que vous voulez. Et il va avoir donc cette même réplique, plus tard, dans la langue native, aussi, puisqu'il a été avec les ponis, donc il comprend la langue ponis, il lui parle en pony, donc, enfin en langue pony. Et il va avoir cette même remarque quand il est sur le point de tuer Fitzgerald. Fitzgerald lui dit, vas-y, venge-toi, t'es content, hein, t'es en extase. Non. Et il lui dit, la vengeance est entre les mains. Alors, c'est sous-titré Dieu, créateur, hein, créateur, Dieu, mais quel est le Dieu, là, ici, peu importe. Et il le laisse. Et ça, c'est un beau geste, j'aime bien cette idée. J'aime l'idée, c'est le point de vue d'Iñárritu. Et alors, est-ce qu'il a un scénariste avec lui? Oui, il a aussi Mark L. Smith, voilà. Cette idée que, non, il laisse la vengeance, enfin, il le tue pas, il le met dans la rivière, il le laisse aux ponies qui sont à côté. Et c'est à eux, et eux seuls, de décider de leur vengeance, parce qu'on leur a volé leur terre. Et ils vont le tuer, Fitzgerald, parce que déteste les natifs dans tous les sens, il mérite son sort, si vous voulez, je ne sais pas. Donc, en tout cas, il refuse d'être là, le doigt vengeur, le bras vengeur, si vous voulez, et c'est vrai qu'il n'y a que, finalement, les gens qui sont là depuis des millénaires, qui ont le droit de disposer, donc de décider d'eux. Et ça, c'est intéressant, parce que on voit Glass, qui est une sorte d'hybride, hein, à l'image de son fils métis, il est lui-même l'hybride de cette civilisation. Il vient de l'Occident, avec ce qu'il a pu faire et tout, mais il a appris à vivre avec un peuple local, il a aimé une dame de ce peuple local, il a eu un fils, et il a vu la destruction des Occidentaux de cet endroit, et la mort de sa femme, et après la mort de son fils par un Occidental. Donc lui-même, quelque part, dans ce film-là, mais il termine, il ponctue sa déconstruction occidentale pour être quelqu'un connecté à la nature, et connecté de plus en plus à ses premiers peuples, ses premières nations. Mais bon, il n'en reste pas moins que, quand même, hein, dans son idée de vengeance animale aussi, au-delà, lui aussi se fait sauvage plus dans l'idée occidentale des choses, peut-être, sur certains points. Mais bon, l'importance de la famille, du mysticisme, de la spiritualité, du temps, voilà, qui gère un petit peu ces âmes perdues ou en errance, etc., c'est très cinéma d'Iñárritu. Des gens qui sont face à quelque chose, qui comprennent, qui doivent aller au bout d'un acte après avoir subi quelque chose. C'est un peu son obsession à Iñárritu, donc il est très dans cette connexion-là, et ce film n'en fait pas l'économie, puis pour le reste, évidemment, Tom Hardy, tout ça, alors, il fait très très fort le méchant, c'est très, très intéressant tout ça, mais oui, alors lui aussi il a perdu quelqu'un à cause, apparemment, de quelqu'un, d'un des premiers peuples. Alors bon, c'est vaguissime, mais c'est encore cette idée de vengeance, dans la vengeance, dans la haine, etc. C'est vrai que c'est un endroit, c'est vraiment l'anti-mythe américain du western post-truc de frontières, d'idées de frontières. Alors là, c'est vraiment une grosse violence. Hein. Je ne sais plus si on est dans les années 1820, quelque part, on est quelques petites décennies après l'expédition de Lewis et Clark. Mais bon, c'est quand même... C'est brutal, quoi. Bon, ce sont des gens qui viennent voler quand même, hein, des fourrures, hein, des peaux, des animaux qui ne leur appartiennent pas, sur des terres qui ne les appartiennent pas. Donc déjà, de base, le mal est dans le fruit. Même pour Glass, qui participe à cette expédition,
Mais bon, presque par défaut. C'est une forme de survie pour lui aussi avec son fils, puisque là où il vivait avant avec sa femme, tout ça a été démoli, détruit. Là aussi, c'est une forme d'errance de quelque chose. Donc, puis il y a aussi le symbolisme très religieux, alors je finirai là-dessus. À un moment, il va donc avoir une vision de son fils mort dans une sorte d'église orthodoxe abandonnée. Ça paraît étrange et bizarre, mais pourquoi pas. Donc même une autre forme de croyance religieuse occidentale, là, c'est intéressant ça. Plus tard, bah, évidemment, à la fin, l'hallucination de sa femme, les souvenirs de ce que dit sa femme, t'es comme un arbre, hein, on croit que tu vas t'écrouler, mais tant que si t'as les pieds sur terre, hein, t'es bien enraciné, tu vas survivre. Toutes ces idées-là, que le fils reprend d'ailleurs, même avant sa mort, enfin, beaucoup de choses intéressantes, ça colle avec une spiritualité globale, c'est intéressant qu'il ait cette vision de son fils dans les décombres d'une église occidentale, détruite. Cette destruction-là rappelle qu'avant il y avait quelque chose sur ces terres, et donc la connexion avec l'esprit de son fils. Voilà, c'est très très bien. Ça pourrait être presque malikien, si vous voulez, presque. Voilà, ou tarkovskien aussi, il y a des choses. Je crois qu'il y a des références au film Le Miroir, hein, même sur le visuel de certaines scènes, etc., etc. Bref, je ferme la zone spoiler, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. C'est un film qui est toujours aussi passionnant. C'est pas que je le revois à la baisse, c'est que je tempère mon ultime appréciation dessus. Même, j'avais mis 4 étoiles sur 5 hein, à l'époque. Je pense que là, on s'en fiche des notes, je serais plus tenté de redescendre à 3,5 avec une petite sévérité, parce que, voilà, on sent quand même l'industrie derrière, c'est presque dommage, mais ma foi, ça fonctionne super bien quand même. Et aussi, j'ai envie de tempérer indirectement, c'est parce que j'ai appris après coup, mais je ne l'ai pas vu, que c'est presque une sorte de remake déguisé d'un film qui parlait aussi de l'histoire de Hugh Glass, qui s'appelle Le Convoi sauvage de Richard C. Sarafian. Alors, je ne sais pas, mais apparemment, selon certains observateurs, le film a servi de base hein, pour Iñárritu, et Iñárritu, ni les producteurs, ni rien du tout, n'ont mentionné ça dans les influences. Bon, j'en sais rien, parce que c'est l'histoire, le bouquin lui-même, enfin voilà, on peut toujours se poser des questions. J'en sais rien, peut-être que vraiment Iñárritu n'avait jamais vu le film de Sarafian. Ça arrive des fois, hein. C'est juste que voilà, dans des visuels de films post-western, tout ça, de survie, de films de trappeurs, Jeremiah Jackson aussi. Je dis des bêtises, hein, bon bref. Le film avec Robert Redford, là. Je suis fatigué, mais il y a de voir, on connaît ça, hein. Bien sûr, Aguirre, Fitzcarraldo, mais c'est très différent, mais dans l'idée dans la survie de la nature, l'homme face à la nature, hein, dans sa folie de barbarie peut-être aussi. Donc oui, il faudrait que je voie ce film de Sarafian d'abord, peut-être, enfin, après, mais bon, c'est pas grave, mais bon, peu importe, après on n'est pas là pour parallèle des films tout le temps, hein, c'est comme ça. Ce film, The Revenant, à part, survit bien aussi, survit, c'est marrant. Le Revenant, le Survivant, tout ce que vous voulez, ça aurait pu s'appeler de plein de façons différentes. Oui, DiCaprio, honnêtement, excellent, même si, voilà, est-ce qu'il en fait trop, est-ce que c'est trop, bon, peu importe, hein, tous les débats sont ouverts, et d'ailleurs, je vous invite en commentaire à donner votre avis, que vous ayez adoré le film, ou que vous l'ayez détesté, ou entre deux, ou voilà, même si vous l'avez aimé avec des réserves, peu importe, il peut y avoir plein de nuances ici, mais surtout dans le ressenti, dans l'analyse, dans ce que vous... Voilà, c'est comme ça, hein, le cinéma, on le vit, et le cinéma vit après, donc c'est un visionnage qui était vraiment intéressant sur beaucoup de points. Et le film est quand même vraiment quelque chose à voir et à revoir, évidemment, et à toujours contextualiser d'une manière ou d'une autre, par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a vu, et par rapport à tout, en fait, c'est comme ça. Donc voilà, j'attends vos réactions ci-dessous, et je vous dis à la prochaine. Ciao.